Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour la suite de notre voyage à la rencontre des Acadiennes et des Acadiens, ici au Nouveau-Brunswick, l'une des 4 provinces atlantiques du Canada. Nous allons continuer à vous raconter l'histoire de ce peuple à l'identité francophone chevillée au cœur. Notre voyage commence par la ville de Dieppe, qui a le même nom que la ville de Dieppe en Normandie. Et pour savoir pourquoi, j'ai rendez-vous avec son maire. Il s'appelle Yvon Lapierre. Alors vous êtes prêts? C'est parti pour un voyage en francophonie, en Acadie, sur les routes du Nouveau-Brunswick. Depuis 1998, Yvon Lapierre a été élu maire de Dieppe 3 fois. Il vient d'être élu pour son 4e mandat. Il est le maire d'une ville canadienne qui a le même nom qu'une ville française, Dieppe, en Normandie, à 5000 km de là. Pour m'en expliquer la raison, Yvon m'a donné rendez-vous près du monument aux morts, tout près de sa mairie. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, bienvenue à Dieppe. Merci Yvon, ravi de te rencontrer. Moi aussi. Pourquoi la ville de Dieppe a le même nom que la ville de Dieppe en France? Bien, les gens de la communauté ici qui s'organisaient comme commune ont choisi le nom de Dieppe pour se commémorer la perte de près de 1000 soldats canadiens sur les plages de Dieppe en Normandie. C'est une passe très dure pour les Canadiens. Quand on voit le monument qui est ici et qu'on voit les galets, chaque galet représente un soldat canadien mort sur les plages de Dieppe. C'est quelqu'un qui nous a envoyé ça de Dieppe même. Donc les relations avec la ville de Dieppe en France sont assez intenses? Nous avons des relations très fortes avec nos collègues de Dieppe en France. Avant de venir, là, je suis passé devant cette plaque de 1604. Ta ville a une vraie identité francophone. Effectivement, 1604, c'était l'arrivée des Français en Amérique du Nord, ou ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'Amérique du Nord. On voulait reconnaître le fait que les Français étaient les premiers arrivés en terre d'Amérique. Et puis, ta mairie, on ne peut pas l'arrêter, hein? Non, c'est certain. On est directement sur le coin de la rue Champlain et la rue Amiraux, qui sont un point d'intersection, un des plus occupés en termes de circulation dans tout le sud-est de la province. Alors pour nous, c'était quand même important de montrer que nous, les francophones, nous sommes ici à Dieppe, on est installés, on est ici pour rester. Tu me montres ta ville? Absolument, avec plaisir. Alors, on passe devant l'entrée de notre Centre des arts et de la culture qui, évidemment, est très important pour nous, la culture francophone. Alors, on a tous les éléments de la culture qui prennent place ici à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Comme tu vois, on a une belle scène extérieure également. Donc la culture au cœur de la ville? La culture au cœur de la ville, absolument. Ça vit le marché? Oui, ça bouge toujours. C'était, au tout début, ça a été un grand succès. Il y avait un grand besoin parce que, encore une fois, du côté de la francophonie, chez nos voisins, les agriculteurs francophones et artisans francophones avaient beaucoup de difficultés à trouver leur place chez nos voisins. Alors, on a décidé d'acheter la bâtisse justement pour créer notre propre marché des fermiers. C'est sans aucun doute dans la région le marché le plus populaire et populeux. Tu me montres un produit un peu de la région? Certainement. On y va? Laisse-moi te montrer quelque chose de vraiment typique de cette région ici, particulièrement du Canada en général, surtout dans l'est du Canada, c'est le sirop d'érable. Ah ben oui, alors, forcément. Bonjour. Allô? Si on peut te... Bonjour. Ça va? Ça va bien? Oui. Alors le fameux sirop d'érable? Oui. Moi ici, je vends les produits, je le transforme, je prends du sirop d'érable, je le bouille, ça concentre mes sucres, puis là, je peux le mettre sous la neige. Et les enfants, ils mangent des sucettes? Oui.
Merci. Bon, j'ai la sucette, j'ai le cornet. Oui. Si je suis pas au Canada. Ça t'as le meilleur. T'as la tire dans T'as la surprise du chef. Merci à vous. À la prochaine. Ciao. Pour toi, Yvon, c'est important que ta ville soit complètement multiculturelle. Effectivement. Et puis, évidemment, on favorise la francophonie, mais on veut être multiculturel. On accepte les gens de partout, évidemment. Et d'ailleurs, durant la dernière année, notre région ici, pas seulement Dieppe, mais la région du Grand Moncton, comme telle, on a eu le plus haut taux de nouveaux arrivants au Canada, en termes de pourcentage de population au Canada. Alors maintenant, je t'emmène à la Maison Doiron, la plus vieille maison de Dieppe. Alors voilà la Maison Doiron et Pauline est la personne qui va nous la présenter comme telle parce que c'est elle qui est la plus connaissante de l'histoire. Bonjour. Bonjour, plaisir. Bienvenue chez la Maison Doiron. Bonjour, bienvenue. Pauline, qui est M. Doiron? Monsieur Doiron, c'était un écrivain public, c'était le juge de paix pour la province, puis aussi, il était l'agriculteur pour toute la province. Donc, c'est un homme de très d'affaires qui est reconnu, puis qui est très bien vu ici à la Dieppe. Donc Yvon me disait que c'était l'une des maisons les plus anciennes de Dieppe. Oui, c'est la deuxième plus ancienne maison. C'est une maison qui est typiquement acadienne. Typiquement acadienne, les meubles, de tout, la fête, ils fêtaient le 15 août toujours. C'est vraiment des Acadiens qui ont toujours resté dans cette maison ici. Ça fait que nous, on a vraiment trouvé l'importance de la préserver. Tu me montres? Oui, Comment certainement. c'est à l'intérieur? Ah, bien. Bienvenue au salon de M. Doiron. Il est là, M. Doiron. Oui, M. Doiron avec son chapeau. C'est la seule et unique photo que nous avons de M. Doiron. Donc, c'est pour ça que le symbole de la maison, c'est le chapeau, parce qu'on ne sait pas si M. Doiron avait des cheveux ou pas. Ici, on vous montre la maçonne qui comprenait le foyer qui chauffait la maison. Elle allait de ici, au sous-sol, au 3e étage pour chauffer les chambres, à coucher. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette maison Doiron? Pour moi, elle représente vraiment l'Acadie, vraiment le chez nous. Donc, je suis très content qu'on a pu préserver cette maison. C'est vraiment le fun. On est chanceux de l'avoir ici. C'est un beau retour dans l'histoire de ta ville de Dieppe. C'est très intéressant. C'est vraiment unique pour la région. Puis, ça rassemble les gens. Pourquoi tu aimes ton métier de maire de Dieppe? Qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? De voir la communauté grandir d'une façon saine, dans tous les sens du mot, autant en termes d'énergie personnelle, mais l'énergie des citoyens. C'est important pour la communauté qu'on continue à s'affirmer comme francophone, parce qu'on est quand même dans une province où on est minoritaire. On est une ville, la plus grande ville francophone hors Québec. Alors, on est très fiers de ça et nous voulons continuer à faire grandir notre communauté et accueillir les francophones de partout de la planète. Pour toi, être francophone, qu'est-ce que ça veut dire? La langue française m'a donné une fierté de parler une langue qui est encore vivante et très vivante. Et de la faire vivre dans notre communauté, pour moi, c'est ça qui m'excite. Et je sais que c'est un plaisir partagé avec nos citoyens. Et il y a même beaucoup d'anglophones qui déménagent dans notre région pour cette raison, parce qu'ils veulent que leurs enfants aillent apprendre le français, aller dans une école francophone. Si tu avais un mot en français pour définir ta ville de Dieppe, ce serait lequel? Énergie, jeune et vivante. C'est 3 mots. C'est pas mal. C'est pas Merci. mal. Un plaisir, crois-moi. Un grand plaisir. Merci à toi. À Dieppe se trouve aussi l'un des campus du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. C'est dans cet établissement d'enseignement supérieur que se réunit le club leader étudiant francophone piloté par l'Agence universitaire de la francophonie. Il y a 180 clubs comme celui-ci dans le monde. L'objectif est de créer une nouvelle génération de leaders francophones. Pour Yvette, leur professeur, l'existence de ces clubs est indispensable. 98% de notre économie, notre moteur économique provient des petites et moyennes entreprises. Alors, les idées, on n'en a pas assez. Il faut avoir les étudiants avec les idées fraîches, puis innovateurs.
puis le résultat, c'est que ça va prendre la relève. C'est certain qu'avec l'Agence universitaire de la francophonie, ils nous offrent ces options ici, les opportunités de pouvoir faire le réseautage entre les clubs. Donc, tu sais, tu as une idée, tu en as deux, c'est exponentiel. L'Agence universitaire de la francophonie propose aux étudiants un défi. Créer un projet d'entreprise en 48 heures autour d'un thème imposé avec l'aide de mentors. Ils partagent ensuite leurs idées avec d'autres jeunes entrepreneurs francophones dans les Amériques, au Brésil ou au Chili. Un plus pour Steven, un étudiant en administration des affaires, lauréat de ce défi. Nous sommes dans un monde où on parle aujourd'hui de mondialisation, où on parle d'interculturalisme. Un étudiant chilien veut venir étudier au Canada, un étudiant ivoirien veut aller étudier au Cameroun. On veut acquérir des expériences de d'autres pays, avoir des expériences professionnelles venant d'ailleurs. Donc c'est important d'informer les autres sur ce qui se passe là où nous sommes et aussi avoir eux leur expérience de leur pays et des différents endroits qu'ils ont déjà parcourus aussi. Dans le monde des affaires, c'est toujours important d'être bilingue et pourquoi pas mieux connaître le français parce que vous avez des clients, vous avez des contacts de fournisseurs, vous allez rencontrer des investisseurs. Alors c'est important de connaître la langue, d'échanger et puis d'avancer dans votre expérience ou dans votre monde d'affaires. Merci Steven, super. Merci. Je vais rencontrer maintenant un autre maire. Il s'appelle Maxime Bourgeois et c'est le maire de la petite ville de Memramcook. Petite peut-être, mais on dit que c'est le berceau de la Nouvelle-Acadie. Pour m'en expliquer la raison, Maxime m'a donné rendez-vous devant le monument Lefebvre. Il est célèbre dans toute la province du Nouveau-Brunswick. Maxime Bourgeois est avocat. En 2021, cet enfant du pays devient le maire de Memramcook et il décide de se consacrer pleinement à la communauté de ses concitoyens. On dit de Memramcook qu'il est le berceau de la Nouvelle-Acadie, car c'est dans les alentours de ce village que les Acadiens sont revenus endiguer et cultiver les terres des marais après leur grande déportation au XVIIIe siècle. Maxime m'attend devant le lieu emblématique de cette renaissance acadienne en plein cœur de Memramcook, le monument Lefebvre. Monsieur le maire, bonjour. Comment ça va? Ça va? Plaisir. Bonjour Maxime. Enchanté. Quel beau fauteuil de maire. La chaise du maire. Presque un trône, hein? Exactement. Pourquoi on dit que Memramcook, c'est le berceau de la Nouvelle-Acadie? Memramcook est reconnu comme le berceau de la Nouvelle-Acadie parce que suite à la déportation, Memramcook s'est épanoui justement avec son collège, le collège Saint-Joseph qui a été fondé par le père Camille Lefebvre. Puis en 1881, plus de 2000 délégués des quatre coins de l'Acadie sont venus à Memramcook au collège pour la première convention nationale de l'Acadie, où est-ce qu'on a décidé que le 15 août serait la fête nationale des Acadiens. Alors cette maison, c'est le fameux monument Lefebvre. Oui, le monument Lefebvre faisait partie du complexe du Collège Saint-Joseph. Puis actuellement, le monument Lefebvre, c'est une genre de reconnaissance au père Lefebvre qui a travaillé pour la renaissance du peuple acadien, où est-ce qu'on trouve une très belle salle de spectacle, une exposition qui met en lumière l'histoire de l'Acadie, un café culturel où est-ce qu'on peut s'asseoir, prendre un bon café et jaser. À Memramcook, on est aussi au cœur d'une communauté francophone. Oui, puis dans l'esprit des Acadiens et des Acadiennes, le sens de communauté est très, très important. Que ce soit aller prendre un café chez un voisin ou encore être au salon funéraire avec les gens qui vivent un certain deuil chez leurs proches. De plus en plus, les écoles jouent un rôle très, très important. Donc, à Memramcook, on est très chanceux parce que l'école à Bellandry, on ressent effectivement le sens de communauté. Puis je vous y invite. Tu vas souvent là-bas? Oui, j'y vais souvent. OK, bon, on y va alors. Allons-y. La venue régulière du maire pour rencontrer les enfants est au centre du projet de l'école à Bellandry. Bonjour les amis, alors je vous présente M. Maxime. Avez-vous préparé des grosses questions pour M. le maire? Excellent. Bon, ben moi je vous laisse. Bye bye. Qu'est-ce que tu rêvais quand tu avais l'âge? Ouf. La direction cherche à ouvrir l'école à la communauté et tisser des liens avec elle pour renforcer la qualité pédagogique apportée aux 400 élèves de l'établissement. Des parents d'élèves cuisiniers viennent par exemple donner des cours de cuisine aux enfants, des plus petites aux grandes classes. Tu peux faire la patate. Mets-le. Dans la serre de l'école, ce sont des jardiniers professionnels des alentours qui viennent apprendre aux élèves à cultiver et prendre soin de la terre tout au long de l'année. C'est nos Québec 5, ça, ouais. OK.
Pierre, le directeur, veut me montrer l'atelier innovation de son école, la seule de toutes les provinces atlantiques à avoir été labellisée par la célèbre marque à la pomme pour son avant-gardisme technologique. L'Abbé Labo. Abbé Labo. Ça va? Oui, on y va. Bonjour. Allô. Salut. Bon, ben ici, comme on peut voir, c'est vraiment un endroit où est-ce que les jeunes viennent pour créer. C'est ici où est-ce qu'on pose des défis, puis les jeunes essayent, vont imaginer des choses, puis vont être capables de construire des choses. Ça fait qu'on a la menuiserie, ce côté-là. Okay. On a les imprimantes 3D, on a les découpeurs laser. Ça fait qu'on leur pose des défis, puis ils trouvent des solutions. Pourquoi c'est important que l'école s'ouvre sur la communauté? Nous, ça, c'est une des grandes valeurs ici, que l'expertise dans cette communauté ici, soit la richesse qui existe, soit au profit des jeunes pour qu'ils peuvent s'épanouir, puis aussi mieux comprendre dans la communauté de vie. Fait que pour nous, c'est normal d'avoir des gens de la communauté qui entrent dans l'école, qui offrent leur expertise, comme M. François ici, qui a une expertise au niveau de jardinage, et il y a un ingénieur de formation. Ça fait qu'il amène tout ce bagage-là que nous, on n'a pas nécessairement. Puis pour les élèves, c'est d'autres modèles, d'autres personnes à qui peuvent s'inspirer pour ça. Ça fait que je crois beaucoup dans le proverbe sénégalais de « ça prend un village pour élever un enfant, éduquer un enfant », puis on essaye de le vivre au quotidien ici. Ça que tu fais là, tu fais comme ça. Tu prends toute l'image au complet. Right-click. Couper. Alors, je vous expliquais que pour nous, c'est important qu'on aille dans la communauté, mais justement, je vais vous présenter Mme Stéphanie. Ah, ben bonjour, ben oui, on s'est vu. Puis ses amis de sa classe. Salut les enfants! Hein? Mme Stéphanie a écrit une pièce de théâtre, puis les amis vont aller la présenter aux résidents dans la maison de retraite juste ici. D'accord. Alors, on y va comment? Stéphanie, c'est quoi cette pièce de théâtre? Donc, pour souligner le 50e anniversaire de l'école Abbé Landry, le petit-fils d'Abbé Landry est venu parler aux élèves pour leur expliquer les raisons qui pouvaient justifier pourquoi l'école portait son nom. Et c'est toi qui as écrit la pièce alors? Oui, j'ai écrit la pièce. Dès que les élèves entrent dans la maison de retraite, c'est l'effervescence. Les enfants présentent d'abord leur spectacle aux pensionnaires de la résidence. Ils passent ensuite d'une table à l'autre pour échanger avec eux. Les enfants posent beaucoup de questions sur leur vie et l'histoire de leur communauté. Des sourires, des rires, tous vivent pendant 1 heure un moment de bonheur partagé. La visite se termine bien sûr en chanson avec l'hymne de l'école Abbé Landry. Pour la dernière étape de notre voyage, je suis à Moncton. C'est le pôle économique du Nouveau-Brunswick. Et pour me faire découvrir la ville, j'ai rendez-vous avec Gabriel Robichaud. C'est un comédien, c'est aussi un auteur. Ça, c'est son dernier recueil de poésie. Et pour faire référence à l'un de ses poèmes, il m'a donné rendez-vous un tout petit peu à l'extérieur de la ville. Gabriel Robichaud est un comédien, poète et dramaturge très connu de la scène culturelle du Nouveau-Brunswick. Sa dernière pièce, Parler mal, évoque l'insécurité linguistique, la peur de faire des fautes dans sa langue maternelle, le français. Celui qui a été lauréat des Jeux de la francophonie en 2017 dans la catégorie littérature, milite pour une plus grande présence de la littérature acadienne dans les programmes scolaires. J'aurais voulu savoir que les langues qui se portent le mieux ne sont pas celles dont on fige les règles dans le temps, mais celles que le temps font évoluer. Pour découvrir Moncton avec lui, Gabriel m'attend devant l'une des plus belles vues de la ville. Et salut Gabriel. Salut. Ça va? Oui, ça va toi? Je comprends pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici un petit peu en extérieur pour voir la ville. Ouais. Et ça me fait penser au poème que tu as écrit dans ce livre et que j'ai lu avant d'arriver. À Moncton, il faut parfois apprendre à sortir de Moncton, puis pas juste pour se rendre à Montréal. Pourquoi tu écris ça?
Oui, ben, tu sais, Moncton, pour moi, c'est un peu la métropole de l'Acadie. C'est un endroit qui rassemble toutes sortes de gens, d'institutions, une espèce d'incubateur de création, très cosmopolite. Fait que, tu sais, on parle pas d'une grande ville au niveau de la population, mais ce qui en fait sa grandeur, en fait, c'est que parce qu'on est petit, on se voit peut-être plus grand qu'on est. Tu me montres ta ville? Avec plaisir. On y va? Ouais. Fait qu'ici, on est vraiment dans le centre-ville de Moncton, la rue Main, la rue principale. On traverse la cour Robinson, qui est un endroit avec des bars, des restos, des trucs comme ça. Et on se fait une petite partie d'échecs. Ah, ben oui. Je mets madame là. OK. Donc en fait, Moncton, c'est pas qu'une ville économique, c'est aussi une ville culturelle. Ben pour moi, en fait, c'est avant tout une ville culturelle. C'est ce qui en fait son intérêt. Je veux dire, l'économie permet peut-être la culture, mais c'est une ville culturelle et la dynamique de cette ville-là passe par sa francophonie. Ouais, bon, tu parles, Gabriel, mais moi, c'est échecs et maths, là. C'est pas les mêmes règles, hein? C'est pas les mêmes règles. Ça? Donc ici, en 1999, Moncton accueille le sommet de la francophonie. Puis un des legs, c'est ce parc-ci, le parc de la francophonie. D'accord. Ce moment-là a souvent été vu comme quelque chose d'extraordinaire, mais pour moi qui avait 9 ans, il y avait quelque chose de normal. Donc j'ai l'impression que ça a marqué aussi mon imaginaire. En fait, ça a permis de mettre le Nouveau-Brunswick sur la carte de la francophonie. Oui, tout à coup, le Nouveau-Brunswick s'est imposé comme un État fiable où est-ce que la francophonie avait sa place et qui voulait s'affirmer dans cet espace, le francophone. Je te propose d'aller au Café Clémentine. Ouais. C'est un endroit super fédérateur pour les francophones du coin. Et là, tu y vas souvent? Ah oui, j'y vais souvent. C'est genre de QG. Super. À la fin du 19e siècle, le centre Aberdeen était une école anglophone. Laissé à l'abandon, puis habité par des artistes dans les années 70, l'édifice leur est donné pour $1 symbolique. Dans les années 90, une coopérative est créée pour organiser la cohabitation de toutes les disciplines artistiques. La danse, le cinéma, le théâtre, l'art visuel et bien sûr la musique qui fait vibrer la salle de 300 places du centre Aberdeen. Et voilà, plaisir. Ça, c'est pour moi. Merci. OK, merci beaucoup. Oh. C'est plus qu'un QG, hein. C'est un resto sympa. Ben oui. Qu'est-ce que le chiac? Le chiac, historiquement, les ouvriers francophones travaillaient dans des usines anglophones où les propriétaires exigeaient qu'ils parlent anglais. Mais pour continuer à parler leur langue, on crée cette espèce de dialecte-là qui mélange du français, de l'anglais et du vieux français. Pour faire croire aux patrons qui parlaient anglais et continuer de se parler dans leur langue. D'accord. Donc c'est un peu une espèce de langue de résistance. Donc à Moncton, on parle chiac dans la rue? Oui. Oui, la population francophone va parler chiac. Donc, on peut dire, mettons, j'ai drivé mon char pour dire j'ai conduit ma voiture. Donc, driver, to drive en anglais. Char, le vieux mot pour parler d'une voiture, d'une bagnole. Et qu'est-ce que ça représente le chiac pour toi aujourd'hui comme langue? Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est une façon de transformer la langue française parce que du moment qu'une langue vit, elle s'adapte en fonction des mondes avec lesquels elle est confrontée. Donc, ici, il y avait une cohabitation des deux, il y avait une situation d'oppression. Puis, pour répondre à l'oppression, la langue de la résilience, c'était de trouver ces moyens de l'intégrer. Mais c'est pas des anglophones qui parlent chiac, c'est les francophones qui parlent chiac. Comment on dit bon appétit en chiac? Bon appétit. Bon appétit. Ouais, bon appétit. Pour terminer notre balade, Gabriel m'emmène sur le campus de l'Université de Moncton, l'un des grands pôles francophones de la province. C'est là qu'il a fait ses études de lettres et de théâtre. Alors on se met là? Ouais. En plein cœur du campus? Gabriel, pour toi, qu'est-ce que la langue française t'apporte dans ton métier d'auteur, de comédien, mais aussi dans ta vie personnelle? C'est au cœur de ce qui je suis puis de ce que je fais. C'est-à-dire que c'est la langue dans laquelle je travaille, dans laquelle je crée, c'est la langue dans laquelle j'aime, dans laquelle je rêve. C'est la langue aussi que j'ai envie de transmettre, c'est-à-dire que je suis papa d'un jeune garçon de 2 ans, donc c'est la langue que je veux lui transmettre d'abord et avant tout. C'est la langue qui me fait quelque chose et à qui j'ai envie de faire quelque chose aussi. Et être un jeune Acadien aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Mais pour moi, ce que l'Acadie a à offrir au monde, c'est son irrévérence, son pied dans l'histoire, sa façon de rire, sa façon de regarder le monde et d'accueillir aussi.
Et si tu avais un mot pour définir ta province du Nouveau-Brunswick, ce serait lequel? Je vais tricher un peu, je pense que je dirais à découvrir, donc 2 mots. Mais j'ai l'impression que c'est un endroit qu'on regarde de loin ou de haut, tout dépendant du point de vue. Mais je pense vraiment que c'est quelque chose c'est un endroit qui a beaucoup à offrir en fait à la francophonie et auquel la francophonie a beaucoup à offrir aussi. Tu vas faire découvrir une des chansons. Oui, ben quand je suis au loin, quand je m'ennuie de chez moi, ben, je pense à cette chanson-là. Dans la ville, il y a beaucoup de monde. Dans la ville, j'aime me promener à Moncton, rue de Forain. Il y a beaucoup d'arbres, même si les rues sont sales. Dans la ville, il y a beaucoup de monde à Moncton, rue de Forain. Alors, comme dit Gabriel, je vous invite à découvrir le Nouveau-Brunswick et aller à la rencontre des Acadiennes et des Acadiens. Il y a un très bon moment pour ça. C'est en août 2024, au moment du grand congrès mondial des Acadiens. Tu y seras, Gabriel? Ah, bien sûr. Évidemment. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez sur la planète francophone. Salut! Et des fois, je m'ennuie de toi.